Et puis ensuite, Sébastien, pendant... Parler de parcimonie structurée. Et pendant une demi-heure, peut-être l'aspect optimisation. Je sais qu'il y a quelques personnes qui avaient posé des questions sur comment on optimise ce genre de choses, donc ça peut être une idée. Sinon, t'as quoi dans ton... J'avais aussi quelques parties un peu plus images. Je sais que j'ai pas grand chose à dire dessus, je sais que Sébastien va mentionner ce genre de choses aussi. Bon. Et donc voilà. Donc pour résumer un peu ce que j'ai raconté hier, on s'intéressait assez souvent à des problèmes où on a un problème de minimisation d'un terme d'attache aux données, donc on peut voir ça comme une fonction de coût. Donc on appelle alpha un code, soit c'est un code pour représenter des données, soit ça va être les modèles d'un paramètre. Et on cherche donc à apprendre ce vecteur alpha tout en rajoutant de l'information a priori. Et on se place dans un cas où cet a priori est que le vecteur alpha doit être parcimonieux. Donc on utilise en pratique assez souvent une norme qui induit de la parcimonie. Donc cette norme est notée oméga ici dans cette fonction. Donc comme j'ai dit, l'effet d'oméga est de mettre des zéros dans alpha, et il va en mettre plus ou moins selon le niveau de régularisation qui est contrôlé par le paramètre lambda. Et le choix le plus populaire que j'ai présenté était le cas de la norme L1, qui donne lieu à des formulations assez connues comme le lasso lorsque f est une fonction quadratique. Néanmoins, on peut avoir un a priori qui est beaucoup plus fort que, dans certaines situations, on peut avoir un a priori qui est plus fort que de la simple parcimonie. On peut en avoir par exemple un a priori que certaines variables, certains coefficients de alpha sont très corrélés, et donc on peut avoir des groupes dans alpha. Et pour ceci, je vais parler rapidement de d'autres types de normes. Donc ici il devrait y avoir oméga en fait, qui sont appelées des normes qui induisent de la parcimonie par groupe. Donc maintenant on va supposer qu'on a une partition de 1 à P, on a des groupes disjoints, et on souhaite mettre à zéro certains groupes. Des exemples d'applications sont par exemple lorsque, je vous ai dit hier que si on avait un grand nombre de caractéristiques dont un certain nombre sont mauvais et que l'on souhaite enlever, la parcimonie était un bon a priori. Maintenant on peut avoir des groupes de caractéristiques qui correspondent à certaines modalités comme de la couleur, on peut avoir des CIF, des différents types de descripteurs, un grand type de descripteurs, certains sont mauvais, certains sont bons. On veut faire de la sélection au niveau des groupes, c'est-à-dire enlever certains groupes de descripteurs. Dans le cas des dictionnaires, on peut avoir un dictionnaire des dictionnaires faits à la main qui correspondent à, je sais pas, on peut avoir certains types d'ondelettes, d'autres types d'ondelettes, on souhaite en enlever certains. On peut mettre aussi de la parcimonie par groupe. Et pour ceci, il existe des outils qui ont été développés en statistique qui sont appelés normes mixtes, ou ici on va appeler ça norme L1, L2 sur un coefficient alpha. Donc alpha G représente maintenant un sous-ensemble de l'ensemble 1P. Donc on a des groupes et on va pénaliser grosso modo la norme L1 de la norme L2, ou ça peut être aussi la norme L infini en pratique. Des sous-vecteurs de alpha correspondant à certains groupes. Donc de cette façon, en fait, cela va, étant donné qu'on peut voir ça comme une norme L1 de norme L2 de groupe, cela va induire de la parcimonie au niveau des groupes. C'est-à-dire on va avoir certains groupes qui vont être mis à zéro. Donc cette approche a été introduite il y a quelques années. Donc, il y a un grand nombre de travaux en fait sur le sujet en statistique. Ici j'en cite uniquement un, Yuan et Lin. Et comme application, comme je vous l'ai dit, on peut faire donc, de la sélection de groupes de caractéristiques. Ça a des applications aussi dans ce qu'on appelle en apprentissage statistique l'apprentissage multitâche, où en fait on va avoir plusieurs tâches en même temps et on souhaite que ces tâches collaborent pour apprendre les paramètres d'un modèle. Et aussi on peut avoir, mais je ne vais pas détailler ça du tout, ça a des applications à ce qu'on appelle aussi le multiple kernel learning, ou l'apprentissage où on a des méthodes d'apprentissage à noyaux, on a une collection de noyaux, on souhaite en éliminer certains. Donc c'est vraiment une idée qu'on souhaite faire de la sélection au niveau des groupes. Donc maintenant
Je vais vous donner juste rapidement, comme on n'a pas beaucoup de temps, une application en image, pour être un peu plus concret, de cette régularisation par groupe, qui est un travail de nouveau de débruitage d'image qui étend un peu les méthodes de débruitage que j'avais présentées hier. Donc, juste pour vous raconter une histoire un peu indépendante de débruitage d'images, je vous ai présenté des approches par dictionnaire. On a donc nos imagettes. On apprend un dictionnaire adapté à toutes nos imagettes. On fait des décompositions de chacune des imagettes sur le dictionnaire et ça permet de bien débruiter. Une autre approche indépendante qui a très bien fonctionné, qui a été introduite en 2006 par Buades et Morel, dont la même idée apparaissait en fait à la fin des années 90 pour faire de la synthèse de texture, et sont des approches qui sont basées sur le fait que les images ont des self-similarités locales, c'est-à-dire que si on prend une image dans une image naturelle, on a bien souvent des imagettes qui se trouvent à d'autres endroits dans l'image qui leur ressemblent. Donc maintenant, par exemple, si je prends l'image de cette salle, je prends une imagette qui correspond à la texture du sol. Si je me déplace un peu dans cette direction, j'aurai quelques variations d'échelle, mais j'aurai quand même de grandes similarités locales. Et cette idée peut être exploitée de façon très simple en fait pour faire du débruitage d'images. Donc, juste pour résumer, une approche qui fonctionne bien, qui permettait d'obtenir des résultats au niveau de l'état de l'art en 2006. Vous souhaitez débruiter un patch dans une imagette, vous cherchez dans l'image des imagettes qui ressemblent, et maintenant vous estimez ce patch par simple moyennage de ces imagettes. Donc en fait l'idée c'est que si vous avez une imagette bruitée dans une image, si le bruit est indépendant spatialement et que vous allez chercher des imagettes qui contiennent à peu près la même information mais un bruit différent, par moyennage vous enlevez le bruit. Donc ça c'est une idée très simple qui peut s'interpréter comme un estimateur de Nadaraya-Watson, où ici nous avons des patchs bruités, et un patch, donc le pixel numéro i va être la moyenne des pixels de l'image bruitée pondérée par la similarité entre le patch centré au pixel i et le patch centré au pixel j. Donc, donc on a appelé ça, cette approche moyen-âge non local, parce que contrairement à beaucoup d'approches qui allaient faire des moyen-âges locaux dans l'image, comme on peut penser à du simple filtrage, hein, si vous voulez votre image avec une gaussienne, ça va correspondre à faire un moyen-âge local dans une fenêtre locale de vos pixels. Ici on va chercher à faire un moyen-âge non local dans l'image. Donc, comme je vous l'ai dit, l'approche moyen-âge non local. Donc il y a quelques approches plus récentes, plus compliquées, qui ont donné des meilleurs résultats, qui ont consisté à faire aussi une sorte de clustering de patchs dans vos images, c'est-à-dire prendre des groupes de patchs similaires et de faire un traitement joint de ces patchs d'une certaine façon. Donc sans rentrer dans les détails. Et simplement cette idée de faire le traitement de patchs similaires de façon conjointe pour obtenir des meilleurs résultats que lorsqu'on fait des traitements individuels d'imagettes, a donné des meilleurs résultats. Donc ici je vous présente simplement une méthode en utilisant la parcimonie par groupe qui permet d'exploiter cette idée dans le cadre d'apprentissage de dictionnaire, qui permet d'obtenir des résultats qui sont au niveau de l'état de l'art. Donc si on compare cette approche moyen-âge non local, ça fonctionne très bien lorsque vous souhaitez débruiter une imagette qui admet d'autres imagettes similaires dans l'image, mais ça ne marche pas lorsque vous avez une imagette qui est unique dans l'image. Ça a l'avantage d'être un estimateur assez stable, dans le sens où si vous modifiez un peu votre image d'entrée, l'estimation au final ne change pas trop. Les représentations parcimonieuses peuvent fonctionner en revanche dans le cas où vous avez des imagettes qui sont uniques dans votre image, si celles-ci admettent une représentation parcimonieuse, mais elles ont quelques inconvénients de stabilité. Cette histoire de normel 1 qui met des zéros, si vous changez un petit peu le patch d'entrée, vous pouvez avoir un pattern de non-zéro qui est très différent. Peut-être que ceci n'a pas d'influence sur la qualité de la reconstruction, mais c'est une propriété qui n'est pas forcément désirable. Donc on va voir en fait que si on améliore la stabilité de ces décompositions, on obtient des résultats meilleurs. Et en fait, en statistique, ça a donné lieu à de nombreux travaux récents, de nombreux travaux qui consistent à essayer d'améliorer la stabilité de ces décompositions. Donc ici, en fait, on propose une méthode qui est uniquement adaptée au traitement d'image, qui n'est pas du tout aussi générale que ces approches en statistique de Bach ou Mainshausen et Bullmann,
qui consiste simplement à dire, voici maintenant, considérons des imagettes qui sont similaires dans l'image bruitée. Si je calcule un code alpha pour chacune des imagettes, je peux obtenir des patterns qui ressemblent à ceci, donc où les carrés gris correspondent à un coefficient qui est non nul. Maintenant, je vais souhaiter que des imagettes similaires dans l'image admettent le même pattern de parcimonie. Et ceci, si maintenant on considère de nouveau un ensemble d'imagettes similaires dans l'image, si je considère maintenant la matrice des coefficients de ces imagettes, le type de pattern de parcimonie que je souhaite avoir maintenant sont ceux qui sont les mêmes pour chacune des imagettes. Donc une façon, comme a priori, on va avoir donc que on va souhaiter induire de la parcimonie au niveau des lignes de cette matrice. Donc, induire la parcimonie au niveau des lignes d'une matrice, en fait, ce que je vais simplement montrer, c'est que ça peut être réécrit comme un problème de parcimonie par groupe. Et l'avantage, c'est qu'il existe des outils développés récemment qui permettent d'induire ce type de parcimonie. Donc, première idée si on note alpha exposant i, la ligne de cette matrice-là, une première façon de faire est de compter le nombre de lignes non nulles de la matrice. Bon, c'est une approche non convexe. Donc de nouveau, on utilise une notation comme si c'était une norme, mais ce n'en est pas une. Et de la même façon que pour cette norme L0, il existe une relaxation convexe qui est la norme L1. Ici, on a une relaxation convexe qui est la norme L1 des normes L2 des lignes de cette matrice. Et on retrouve en fait une régularisation par groupe que j'ai présentée il y a quelques transparents. Donc maintenant, simplement, l'idée est très simple. Que fait-on? Maintenant, on va faire un clustering des imagettes. On va changer cette norme L1 par une régularisation par groupe. Et on va estimer l'image finale de la même façon que ce que j'avais expliqué hier. C'est-à-dire pour chacun des pixels, vous avez de nombreuses estimées correspondant à chacune des imagettes qui contient le pixel. Et on moyenne simplement ces représentations. Et voilà. Donc, si on prend une base de données classique d'images que les gens de traitement d'images utilisent, donc Lena, Barbara, on en prend une dizaine ici. Si on compare les performances obtenues avec notre approche et d'autres approches donc, qui sont par exemple le Gaussian Scale Mixture de Simoncelli, le Field of Experts, une approche de dictionnaire introduite par Elad en 2006, et cette méthode BM3D qui battait tout le monde depuis quelques années, on se rend compte quand j'utilise une mesure qui est un peu arbitraire, qui est le PSNR, qui est une mesure logarithmique qui mesure simplement l'erreur de reconstruction en norme L2. Donc c'est arbitraire, c'est pas forcément la meilleure mesure d'un point de vue perceptuel, mais à ma connaissance, il n'y a aucune autre mesure qui fait vraiment consensus. Et dans ce cas précis de débruitage, j'ai pas observé de grosses différences entre dans ce cas des expériences de débruitage, je n'ai pas observé par exemple d'image qui avait un meilleur PSNR qu'une autre, mais une moins bonne qualité visuelle. C'est pas forcément vrai pour toutes les tâches. Dans ce type d'expérience, ça a fonctionné à peu près. Donc en termes de PSNR, ce qu'on observe avec cette colonne qui correspond à simplement l'approche dictionnaire que j'ai présentée hier en apprenant un dictionnaire sur une base de données externe d'images, on obtient des résultats qui sont déjà assez bons. Si on apprend donc le dictionnaire sur l'image que l'on souhaite débruiter, on augmente encore un peu la performance, sachant que et si maintenant on rajoute ce codage simultané de groupes d'imagettes, on obtient des résultats qui sont meilleurs avec une différence qui est significative pour des niveaux de bruit relativement élevés. Donc voilà, autre application, voilà un exemple aussi d'image restaurée avec ici donc une image corrompue par un bruit blanc synthétique et à droite donc l'image restaurée. Autre image avec un niveau de bruit plus élevé. Voilà. Et autre application, donc le démosaïquage, ou le dématrissage, pardon, dans les images qu'on a déjà présenté aussi, qui a déjà été présenté hier et par Jenny Hérault.
On utilise aussi le PSNR comme mesure sur une base de données qui permet de faire des tests. Donc dans ce cas-là, j'avoue que le PSNR n'était pas forcément une aussi bonne mesure que dans le cas du débruitage. On a quelques exemples où on a un bon PSNR, mais visuellement on a quelques artefacts. J'ai comparé ça avec 3 méthodes récentes qui étaient dont celle-ci est considérée comme celle qui donnait le meilleur résultat sur cette base de données. On se rend compte que le modèle de dictionnaire simple permet déjà d'aller au-delà en termes d'erreurs de construction. Et lorsqu'on fait le codage simultané, on a de nouveau un gain en erreur de construction. Donc, peut-être de façon plus intéressante, si on prend la même image classique de cette base de données, qu'on a déjà vue dans la présentation de Jenny Hérault, on a une image ici avec des hautes fréquences. En soit, retourner sur l'image couleur, c'est une tâche difficile. Et cette image-là, qui avait un PSNR relativement bon, était obtenue avec l'approche de dictionnaire classique, c'est-à-dire sans codage simultané. Et on se rend compte qu'on n'est pas au niveau de l'état de l'art en termes de qualité visuelle. Et si on rajoute maintenant ce codage simultané, la bonne surprise est que non seulement on a un gain en erreur de construction, mais visuellement, on a quelque chose de bien meilleur. Donc une des raisons pour ceci peut être soit le fait que l'on ait stabilisé un peu mieux ces décompositions, soit tout simplement qu'on utilise de façon explicite les self-similarités dans l'image. On est dans un endroit où il y a beaucoup de self-similarités. Si je prends une imagette ici, je décale un petit peu, j'obtiens une imagette similaire. Donc c'est deux explications possibles. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur la parcimonie par groupe, avant que je passe à une parcimonie un peu plus structurée encore que la parcimonie par groupe, notamment je vais parler de structure hiérarchique par exemple. S'il n'y a pas de questions, je continue. Juste une question. Ouais. Donc pour garantir cette structure, tu comptes le nombre de lignes, il faut que ce soit la contrainte, c'est ça? Là, la pénalité, c'est le nombre de lignes non nulles de la matrice, dans ce cas-là. Ça ne te garantit pas qu'elles soient à la même position Non, en fait, si j'enlève des lignes, à la fin, j'obtiens forcément un pattern de parcimonie qui est le même pour tout le groupe que j'ai considéré. Et la relaxation convexe, qui est une norme, en fait, cette norme L1 de norme L2, c'est une norme sur les matrices, permet d'induire ce type de parcimonie. Maintenant, on peut aller encore au-delà. Donc c'est l'objet peut-être des 15 prochaines minutes. Si on utilise ce type de norme, un des problèmes est que on doit connaître à l'avance la structure des groupes. C'était le cas dans l'application que j'ai présentée, c'est pas forcément le cas dans toutes les applications. Et on peut se poser la question, que se passe-t-il maintenant lorsque G ici n'est plus une partition, lorsque les groupes ne sont plus disjoints? Maintenant on a un ensemble de groupes G avec des overlaps, et l'effet induit par ce type de norme n'est pas clair a priori. En pratique, ce que l'on peut montrer, c'est-à-dire un travail de Génaton l'an dernier a montré qu'en fait c'était l'effet induit et que des variables qui sont dans un même groupe sont encouragées à être mises à zéro ensemble. Donc cette idée-là, ça permet ensuite de faire un design de normes. En fait, il y a donc toute une histoire maintenant qui est étant donné une connaissance a priori sur un problème, comment fait-on le design d'une norme qui permet d'encoder cet a priori. Donc pour vous donner des exemples simples, supposons maintenant qu'on a une variable, qu'on se place une variable avec 6 dimensions, donc on a un vecteur alpha. Considérons l'ensemble des groupes qui correspondent à ces rectangles bleus. Donc on a une somme, donc notre pénalité devient maintenant cette somme de normes L2 correspondant à des sous-vecteurs correspondant aux groupes qui sont ces rectangles. Ce que l'on peut montrer, c'est que si l'on met à zéro certains de ces groupes, c'est-à-dire je mets à zéro celui-ci par exemple et celui-ci, j'obtiens le pattern de parcimonie qui est ici. C'est-à-dire on obtient des valeurs non nulles pour cet ensemble rouge. Et en fait, en utilisant cet ensemble de groupes, ce que l'on obtient, c'est un a priori qui est que le pattern de parcimonie que l'on souhaite avoir est un segment contigu. Donc c'est un a priori plus fort que la parcimonie, on commence à avoir un peu plus de structure. Donc ça, c'est avec une topologie 1D, on peut aussi faire la même chose sur une grille 2D. Si on prend des groupes qui correspondent à des rectangles
de ce type-là, en bleu et en vert ici, en fait on peut obtenir un rectangle comme pattern de parcimonie. Donc c'est à nouveau un a priori un peu différent. On peut aller plus loin, hein, on peut faire des choses, on peut trouver des groupes qui permettent d'obtenir ici des losanges ou des diamond shape. Ici on est censé avoir un losange, bon c'est peut-être pas exactement, peut-être une erreur sur le transparent. Bon, maintenant une autre qui va peut-être vous intéresser en termes d'application, c'est les normes hiérarchiques, qui est un sujet aussi qui est... Donc ça, on a travaillé là-dessus d'un point de vue sur l'optimisation de ce type de normes récemment. Et c'était des normes introduites aussi en statistique en 2006 par Zhao. Donc maintenant, considérons on va prendre un dictionnaire par exemple qui contient 6 éléments. Et on va mettre une hiérarchie dans ces éléments du dictionnaire et on va rajouter la règle qu'un élément du dictionnaire ne peut être utilisé que si son pair est utilisé. Donc, par exemple, un pattern de parcimonie qui est acceptable. Donc ici, les éléments non nuls sont représentés par ceux qui sont en blanc. Donc un pattern acceptable serait 1, 3, 5. Pourquoi? Parce que 5 a le droit d'être utilisé car 3 est utilisé, 3 a le droit d'être utilisé car 1 est utilisé. Donc là, on sait a priori à quoi, si on utilise ce type d'a priori, on sait à quoi ressemblent les patterns de non-zéro qu'on souhaite avoir. Ce sont en fait des sous-arbres qui sont enracinés. Et la question est, quel est le type de groupe qui permet d'encoder cet a priori? Et ici, le type de groupe sont tous les rectangles qui sont en rouge, c'est-à-dire on va d'abord mettre un groupe pour chacune des feuilles. Ensuite, on va mettre un groupe qui contient des feuilles plus des parents, et ainsi de suite. Et on voit par exemple sur cet exemple-là, que quels sont les éléments qui ont été mis à 0, quels sont les groupes qui ont été mis à 0. On a le groupe qui contient 6 qui a été mis à 0, le groupe qui contient 2 et 4 qui a été mis à 0, et ainsi on a une norme. On peut montrer que cette norme-là induit exactement l'effet que l'on souhaitait, c'est-à-dire qu'un élément du dictionnaire ne peut être utilisé que si son pair est utilisé. Donc en fait, il y a un peu toute une histoire sur le design des normes, trouver les bons groupes, et ainsi on arrive à faire des choses plus structurées que cette simple parcimonie. Donc j'ai un exemple concret. Alors, tout dépend depuis combien de temps j'ai commencé. C'est facile. Depuis 20 minutes. Donc bon, ça va, je vais pouvoir raconter un peu cette histoire-là. Un exemple simple. Donc prenez une image Y, prenez une base d'ondelettes qui est D. La méthode la plus classique pour débruiter une image avec des ondelettes, c'est de résoudre en fait un problème d'optimisation qui est de ce type-là, qu'on a déjà vu, où D est une base orthonormale d'ondelettes. Et en fait, il se trouve que lorsque D est orthogonal, on a une forme close pour trouver le code alpha, qui est en fait appelé seuillage doux. Donc ici, tout ce que j'ai fait, c'est réécrire la méthode classique de seuillage doux de débruitage avec des ondelettes. Donc, une chose intéressante avec les ondelettes, c'est qu'elles admettent une structure hiérarchique naturelle. Donc si je décompose par exemple Lena dans une base, je ne sais plus quelle base j'ai utilisée, Dobeshi ou R, j'obtiens donc une décomposition multi-échelle avec avec une structure hiérarchique qui prend en fait une sorte de forêt en fait, c'est-à-dire j'ai une structure hiérarchique ici, une structure hiérarchique ici, une structure hiérarchique ici. Et on va se poser la question, que se passe-t-il si on remplace cette norme L1 par une norme hiérarchique qui correspond à la structure naturelle des ondelettes? Donc en fait on va rajouter juste cet a priori qu'un coefficient d'ondelette par exemple qui se trouve ici ne peut être utilisé que si son parent qui se trouve à la même localisation spatiale ici mais à une différente échelle est aussi utilisé, et vice versa. Si celui-ci est utilisé, celui correspondant à son pair dans la hiérarchie est utilisé, et ainsi de suite. Donc si on fait ça en fait, donc là je montre un exemple visuel un peu exagéré en prenant une base d'ondelettes très basique, hein, les ondelettes de R, parce qu'elles donnent des artefacts qui sont plus faciles à voir à l'écran, avec un niveau de bruit très élevé. De même, pour pouvoir illustrer facilement le type d'artefact qu'on obtient, on obtient des artefacts classiques des ondelettes de R, hein, ces petites
barres un peu partout lorsqu'on utilise le seuillage doux avec la norme L1. Et lorsqu'on met cette norme hiérarchique, on obtient des résultats qui sont visuellement meilleurs. À la fois meilleurs d'un point de vue visuel, mais aussi en termes de reconstruction. Donc si on regarde de nouveau le PSNR, donc sur la même base de données d'image que j'avais présentée auparavant, pour différents niveaux de bruit, on compare ce que l'on obtient avec l'approche L0, c'est-à-dire seuillage dur. On obtient des PSNR qui sont un peu plus élevés avec l'approche L1, c'est-à-dire seuillage doux. Et lorsqu'on prend cette pénalisation hiérarchique, qui est une somme de normes L2 sur des groupes, on obtient des résultats qui sont meilleurs, de façon significative. Si on regarde ici l'amélioration en PSNR avec des barres d'erreur, on obtient quelque chose qui est statistiquement significatif. Et on a essayé aussi avec une somme de normes L infini qui induit le même type d'effet, et qui ici était un peu moins bon que la somme de norme L2. Donc, un exemple maintenant d'un dictionnaire appris où on a remplacé la régularisation L1 par une norme hiérarchique. Et en fait, on obtient ce genre de choses. Donc ici, la structure est donnée par l'utilisateur. J'ai choisi une structure qui est assez peu profonde, donc une profondeur de 3 dans l'arbre, qui au départ est relativement plate, ensuite donc avec une dizaine d'enfants pour la racine et ensuite une structure d'arbre binaire. On obtient donc ce genre de choses. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On observe qu'il y a quand même une forte corrélation entre les parents et les enfants, mais visuellement il semble que dans la partie supérieure de l'arbre, on est surtout des basses fréquences et une spécialisation au niveau des feuilles. Donc si on regarde par exemple ce qui se passe ici, cet élément-là semble assez corrélé avec celui-ci, mais déjà la fréquence semble augmenter, et ici de même la fréquence semble augmenter. Bon, c'est pas une règle qui est forcément vraie partout. Ici par exemple on a une structure verticale, alors qu'ici on a une structure horizontale. Ici on a un peu la même histoire, c'est-à-dire plutôt basse fréquence ici et les fréquences augmentent. Donc c'est juste une observation empirique. Alors, si j'ai le temps avant de passer à la partie optimisation, s'il me reste peut-être 5 minutes, on a observé, on s'est demandé est-ce que ça peut être utile à quelque chose. Donc on a fait un benchmark qui consiste simplement à restaurer des patchs individuels d'images dans lesquels on a enlevé aléatoirement des pixels, et on a regardé entre la structure L1 et la structure hiérarchique, à quel moment est-ce qu'on a un gain qui peut être observé. On obtient, donc ça ce sont des erreurs de reconstruction, et on obtient un gain en reconstruction qui est significatif surtout lorsque la quantité de bruit est très importante. Et l'autre chose aussi qui peut être intéressante, c'est qu'on s'est intéressé un petit peu au texte. Donc nous on n'est pas des spécialistes de texte, mais il y a certaines similarités entre ces méthodes d'approche